Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bonjour Rodolphe et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu d'où vous nous parlez ? Là, je vous parle du toit de l'hôtel où je réside à Katmandou, voilà, pour la fin de saison de printemps là, 2023. Donc, il y a une belle vue, il fait beau, il n'y a pas de nuages, le coucher de soleil arrive, c'est sympa. Il est 14h30 à Grenoble et il est 18h15, il me semble, là où vous êtes. Tout à fait, ouais. Alors la question que je voulais commencer par vous poser, c'est vous travaillez pour l'Himalayan Database. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que c'est ? Alors, l'institution, l'Himalayan Database, en fait, c'est à la fois le nom d'un logiciel et en fait le nom de l'institution, qui aujourd'hui est une fondation en fait hébergée aux États-Unis. Et donc, depuis 1963, la co-auteure de l'Himalayan Database, qui s'appelait Miss Elizabeth Hawley, s'est mis en fait en tête dans son activité de journaliste de rencontrer, de couvrir l'actualité des expéditions qui venaient en fait gravir les montagnes de l'Himalaya du Népal. Donc ça a commencé pour elle en 63, voilà, avec la première expédition américaine à l'Everest, qui a fait la première traversée de la montagne d'ailleurs, et dont vient de Tom Orbein, qui était donc l'un des protagonistes, vient de décéder il y a quelques semaines. Voilà, elle a commencé avec cette expé, et puis depuis, elle a continué à couvrir un maximum d'expéditions. Donc pour celles qui prenaient des permis auprès du ministère, voilà, des pics ouverts, on va dire, ouverts auprès de l'administration. Et puis voilà, de fil en aiguille, elle a fait ça du début des années 60 jusqu'aux années 90 seule. Et puis à la faveur du développement des expéditions commerciales, donc là, elle a commencé à s'entourer d'assistants. Et également, en fait, dans les années 90, elle a fait la connaissance d'un Américain, d'un compatriote à elle, qui lui a proposé de numériser en fait toutes ces données, puisque ce qui se passait, c'est en fait dans les années 60 et à partir encore dans les années 60, il y avait ce qu'on appelle des runners qui chaque jour transportaient des notes en fait manuscrites pour informer en fait de l'actualité de l'expédition. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas communiquer en temps réel, voilà, avec un plan de base ou des plans supérieurs. Donc à l'époque, c'était quelqu'un qui transportait le courrier tous les jours. Et donc, il se sentait si bien que Miss Soleil récupérait toutes ses notes, elle les entreposait chez elle, et puis elle avait des armoires bien accrochées de petites notes. Donc voilà, les années 90, cet Américain lui a proposé de compiler toutes ces données, notes écrites en fait en une base de données informatisée. C'est comme ça que l'Himalayan Database est né. Et puis aujourd'hui, on est une petite dizaine à continuer à entretenir, on va dire, ce qui est un patrimoine aujourd'hui. Quel est l'enjeu d'arriver à couvrir l'actualité des courses comme ça en haute montagne dans le Népal ? Alors le sens, il n'est pas le même selon les époques, effectivement. À l'époque de Miss Soleil, en fait, c'était vraiment pas un à côté, mais c'est en gros, Miss Soleil était chargée de couvrir l'actualité politique du Népal. Et quand elle a vu qu'il y avait un intérêt médiatique en fait à couvrir les expéditions du Népal, de l'alpinisme, enfin du Malaïsme, elle s'est mise à les couvrir systématiquement. Donc pour elle, on va dire, c'était une question professionnelle à la base. Et puis son intérêt à elle était vraiment celui d'une journaliste qui n'est pas alpiniste du tout. Donc c'était surtout de couvrir toutes les anecdotes, les histoires qui pouvaient se passer au sein d'une équipe. Sachant qu'à l'époque, encore une fois, je suis dans les années 90, il n'y avait pas d'expé commercial, donc la plupart, c'était au début beaucoup d'expé des nations qui voulaient par exemple faire la première nationale de leur nation sur l'Everest ou d'autres sommets. Il y avait pas mal d'exploration aussi. Mais donc, on va dire qu'on était plutôt sur un public encore très spécialisé, quoi. Après, l'intérêt, du coup, il a évolué de nos jours. C'est vrai qu'il y a beaucoup la majorité, en fait, des données que l'Himalayan Database recense, c'est des répétitions de voies normales. Donc, du point de vue de l'alpinisme, c'est plus très intéressant, on va dire. Ça veut dire qu'en fait, vous avez en quelque sorte une cartographie de toutes les voies qui existent et vous répertoriez finalement qui a fait quoi, à quel jour, et vous répertoriez comme ça peut-être, j'imagine, la longueur de la course, enfin le temps qu'a duré la course, quelle peut-être était la météorologie, enfin c'est toutes ces données-là que vous... Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Après, donc voilà, c'est l'Himalayan Database, c'est vraiment
c'est vraiment un questionnaire logistique, un type qui est posé. Donc, on ne va pas dans les considérations, on va dire, qui intéressent l'alpinisme pur. Indirectement, on y va sur les questions de style, mais en gros, on a une liste de critères à cocher. Et donc, on comptabilise effectivement les choses comme les cordes fixes, si vous en avez emprunté, combien vous avez posé. L'oxygène, évidemment. On comptabilise les accidents, la forme de maladie qui peuvent se produire. Donc, oui, c'est assez vaste. Enfin, c'est assez vaste, ouais, mais c'est très, par contre, pragmatique, quoi, comme questionnaire. D'accord. Donc, effectivement, ouais, il y a des spécialités, si vous voulez, entre les différents chroniqueurs himalayens. Donc là, nous, le questionnaire de l'Himalaya Database, c'est vraiment très logistique, quoi. Les dates, on veut en gros décrire le mouvement des personnes sur la montagne, quoi. D'accord. Il n'y a rien de sociologique, c'est pas des questionnaires semi-directifs, parce que tout à l'heure vous parliez finalement d'histoire d'alpinisme, mais là c'est vraiment vous êtes sur de la logistique, quoi. Oui, c'est ça. En gros, après, la valeur ajoutée essentielle de l'Himalaya Database, c'est ce qu'on appelle les route notes, c'est-à-dire c'est les notes d'expédition. Où D'accord. là, il y a une portée historique qui est très forte, par contre. Puisqu'on continue à découvrir des infos assez uniques dans cette banque de données. Puisqu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant Internet, en gros, Missolet, donc la chef, était en gros seule à Katmandou à faire ça. Mais surtout, en fait, déjà à l'époque, elle recevait des alpinistes du monde entier. C'est-à-dire qu'il n'y a personne dans le monde qui à l'époque concentrait autant de données en provenance de tous les pays, c'est-à-dire autant de la Corée du Sud, du Japon, du Chili, de tous les pays, vraiment. Et donc, ce qui se passe, c'est aussi qu'à l'époque, elle centralisait tout ça, mais sans forcément avoir le temps de faire aussi des liens entre toutes ces archives. Tandis que maintenant, on a encore, enfin, on en découvre encore aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment la valeur, ouais, ajoutée, quoi. C'est vraiment, en plus de la logistique, il y a ce côté historique dans les notes qui parfois nous dit des petits. Ça m'amène à une question. Comment est-ce que vous les traitez ensuite ces données? Elles sont effectivement sur le site, mais qu'est-ce que vous en faites? Alors, ce qu'on en fait nous-mêmes, alors le chef a produit un ouvrage qu'il a, comment on dit, mis à jour il y a quelques années, qui est un ouvrage d'analyse statistique, par exemple, là, qui fait vraiment la synthèse sur quelle voie on a le plus de monde, les statistiques aussi sur les décès, quelles sont les montagnes les plus dangereuses. De notre part à nous, c'est ce qu'on produit en plus à partir des données, donc de l'analyse statistique un peu brute. D'accord. Mais après, on va dire, ce qui exploite le plus, c'est dans la presse, on a toujours des relais qui connaissent un peu ce que c'est que l'outil et qui l'utilisent pour des recherches en tout genre, en lien à l'alpinisme, évidemment, en linéarisme. Pardon. Et puis après, du côté des universités, alors là, il y a beaucoup d'utilisateurs. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Himalaya Database, en fait, c'est un échantillon géant pour les scientifiques. C'est-à-dire qu'on a on a en fait accès à virtuellement, je ne sais plus quel est le nombre exact, mais il me semble qu'il y a 27 000 personnes qui sont recensées en fait dans l'Himalaya Database. Quand on a par exemple des données sur l'accidentologie, par exemple, la mortalité, ça, c'est pour la recherche médicale, c'est tout un béni. C'est-à-dire qu'il y a un échantillon, en gros, de population qui est incroyable pour faire une étude sur les effets de l'altitude, par exemple, sur la santé humaine. Mhm. Oui, parce que finalement, on sait comment les gens sont morts, mais par contre, en cas d'accident, c'est compliqué parce qu'il y a aussi une donnée qui rentre en compte, c'est celle du niveau de l'alpiniste. Alors ça, nous, effectivement, on ne rentre pas sur ce terrain-là, Ouais. parce que nous, encore une fois, on fait que recenser l'info brute. Donc là, on n'aura pas forcément. Oui, on a indirectement toujours entre guillemets un jugement, quoi, hein. Ce qu'on va surtout faire, par exemple, je ne sais pas, s'il y a un accident ou quelqu'un qui meurt, là encore, les moyens que l'Himalayan Database demande à ses collecteurs de données, à l'époque, Missolel vous briefait en vous disant, en gros, il y a 2 hôpitaux qui font des autopsies à Katmandou, et puis c'est l'un ou l'autre qu'il faut aller voir en cas de décès pour demander les causes du décès officiel, quoi. D'accord. Ces données, alors évidemment, de nos jours, il y a aussi une question de confidentialité. On ne publie plus, par exemple, les dates de naissance, les données personnelles, on va dire. Et ce type de données, d'ailleurs, aujourd'hui, mais déjà à l'époque, le Soleil, évidemment, n'allait pas publier les rapports d'autopsie, hein, dans l'archivage des expéditions, hein, concernées, mais ça en faisait partie du travail en background, quoi, on va dire, hein, en coulisses, il fallait faire ça, quoi, pour pouvoir ensuite juste poser une ligne en disant, il est mort de tel truc ou tel truc. D'accord. L'anecdote à ce sujet, c'est par exemple Thomas Humar, là, le célèbre alpiniste slovène, lorsqu'il est décédé en 2008, je crois de mémoire, ou 9, je ne sais plus,
Son corps, en fait, quand il a été rapatrié à Katmandou, a directement été incinéré selon un rituel bouddhiste. Et du coup, il n'y a pas eu d'autopsie. Donc, on ne sait pas de quoi il est mort, tout D'accord. simplement. Voilà. Donc ça pose effectivement un problème. Et puis il y a aussi tous les corps qui reviennent pas, malheureusement. Alors, exactement. Alors ça aussi, c'est régulièrement, enfin, assez régulièrement, on a des alpinistes qui reviennent en disant on a trouvé un corps. Donc là aussi, on va identifier le corps à partir de nos archives. Et puis, par exemple, je sais pas, moi j'avais eu un cas comme ça, un qui m'a marqué, en tout cas, c'était au Kanchenjunga, par exemple. Les alpinistes avaient répété l'arrêt de la face nord, par exemple, la face nord-ouest, et puis vers 8250 mètres, je crois de mémoire, ils tombent sur un corps, et puis là, ils nous ramènent ces photos. Puis là, moi, j'ai été à l'analyse, et effectivement, on a vu qu'il y avait le nom des, par exemple, là, on a regardé le nom des vêtements, trouvé une marque, c'est japonais. Donc, on recroise avec la liste des morts qu'on a pour le Kanchenjunga pour cette époque. Et puis, en fait, ça va assez vite. On trouve assez vite la personne en question. Mais par contre, c'est derrière, c'est une implication très forte, puisque effectivement, là, quand on a retrouvé, par exemple, le corps il s'appelait Atsushi Shiina, ouais, c'est ça. Donc, on a envoyé l'information par nos relais au Japon. Et la famille, évidemment, était très émue parce que ils retrouvaient, ils savaient où il était, ils voyaient des photos du corps. Voilà, c'est quand même très émotionnant. Et puis du coup, ouais, enfin voilà, ça c'est des choses assez spéciales. Et puis ça doit être intéressant aussi de travailler en lien, vous disiez, avec les autorités au Népal. Là, ça doit pas être facile finalement parce que eux, ils donnent du coup les autorisations. Comment est-ce qu'ils voient votre collaboration justement sur le territoire? De nos jours, l'Himalaya Tabaz, c'est quand même beaucoup moins connu qu'à l'époque de Michelet, qui avait une envergure quoi, exceptionnelle au niveau international. Là, nous, on vit sur le rad, en gros, de ça, quoi, on va dire. Ouais. Pendant longtemps, en fait, ça a été, on va dire, chaque jour, Missolet allait au ministère quasiment pour aller chercher de l'info fraîche, voilà. Donc, ils se connaissaient vraiment très bien. De nos jours, on garde un partenariat parce que maintenant, les administrations, le problème ici, c'est que les administrations ministérielles tournent tous les 2 ans, en fait. Donc, tous les 2 ans, il faut remettre en place en lien de collaboration, des bases de collaboration pour obtenir les listes du ministère. Voilà. Donc, la relation, elle reste assez bonne, on va dire, d'autant que Missolet a eu un impact très fort quand même sur les Népalais. Pour vous dire, par exemple, la précédente responsable au ministère du Tourisme, là, donc, ce qu'on appelle le Népal Tourism Board, de la section montagne, donc, cette Népalaise donc, a mis un portrait de Missolet carrément dans le bureau. Donc, notre chef à nous, en fait, a son portrait là-bas. Ouais. Donc, bon, je ne sais pas combien il restera, mais il y a eu, on va dire, Missoula, en plus, c'est un personnage assez charismatique, mais ouais, quand même, qui a laissé une empreinte forte. Donc, à la fois, on tombe un peu mollement dans l'oubli, on va dire, et en même temps, il y a quand même une présence qui reste encore un peu relativement vivable. Ouais, le fait qu'il y ait un portrait comme ça, c'est quand même très symbolique. Je veux dire, ça augure quelque chose de bien dans l'idée de vouloir collaborer ensemble. Oui, puis à savoir que le boulot qu'ils font eux maintenant, c'est celui que nous, on faisait sur le terrain avant, et Ouais, qu'ils auront plus les moyens de faire, du coup. Et forcément, ils seront mieux équipés pour ça. bien sûr. Nous, on n'était plus assez nombreux, en gros, là, pour rencontrer tout le monde. On était une petite dizaine, il aurait fallu qu'on soit au moins 20 ou 30, et puis il y a de payer accessoirement. Parce que là aussi, le problème, c'est que nous, on a fait ça en bénévolat. Moi, j'ai obtenu qu'on soit défrayé au bout d'un moment en prenant des financiers un peu dans la boucle à un moment donné. Mais donc, eux, le ministère, voilà, c'est des fonctionnaires, ils font ça, c'est un peu boulot, entre guillemets, et voilà. Bien Donc, sûr. les relations, on va dire, elles sont plus bonnes. Hein. Puis, alors après, c'est vrai que dans le temps, c'était plus. Là aussi, les relations, elles ont évolué avec les agences. Aujourd'hui, c'est plus distendu, par exemple, avec pas mal d'agences. Quoi. C'est clair que déjà à l'époque, c'était chiant pour eux parce qu'en pleine saison, on venait leur poser des questions sur les expéditions qu'ils étaient en train d'organiser. Donc, autant vous dire que des fois, on était en train d'avoir pattes. Quoi. Et voilà, aujourd'hui, encore une fois, c'est ta base, ouais, elle est en train un peu d'évoluer, hein, tout simplement, quoi. C'est Oui, plus la même époque. avec les C'est pratiques plus la même aussi époque. et avec ce qu'il existe sur le territoire finalement. Ouais, c'est ça. Puis du coup, nous aussi, en point de vue organisation, ça nous fait transformer un peu les choses. De mon Mm. côté, moi, par exemple, je retournerai plus sur le terrain parce que on n'est plus assez. Enfin, il n'y a plus besoin d'autant de monde sur place, on va dire. Même si on n'est que 7, en fait, il n'y a plus besoin qu'une ou deux personnes ici pour aller chercher les experts intéressants, justement, ceux qui font décoration, qu'on appelle la crème, en fait, le Ouais. meilleur, quoi. Ouais, bien sûr.
Donc, ouais, effectivement, on ne va pas déplacer 2 à 3 personnes de l'étranger pour venir à Katmandou. Ça ne sert à rien, sachant qu'on a 2, 3 personnes sur place qui restent à l'année. Voilà. Ouais. Donc, voilà, et puis après, ben, on peut faire c'est-à-dire, moi, par exemple, je continue à distance, quoi. C'est-à-dire continuer à rabattre de l'info à l'Himalaya Database en tant que membre depuis 2010. D'accord. Et alors, justement, si vous avez comme ça toutes ces données logistiques, est-ce qu'il y a des routes qui sont empruntées par les alpinistes qui reviennent très régulièrement finalement où est-ce qu'on va lorsque on va au Népal pour la haute montagne? Ouais, c'est un peu le modèle au Népal, en gros, il est vraiment très concentré, hein, sur les mêmes axes, on va dire. Si on faisait une étude statistique, on verrait que, ouais, je sais pas, mais il y aurait 90% de la louche qui sont toujours sur les mêmes circuits de trekking et d'alpinisme, d'himalayisme. Donc, après, nous, par exemple, jusqu'à des années récentes, là, 90% de la saison de printemps, c'était l'Everest, en gros. Donc, c'est-à-dire qu'on collectait que des répétitions des 2 voies normales de l'Everest, côté népalais et tibétain, enfin chinois. Et voilà. Donc, après, sachant qu'il y a rien qu'au-dessus de 5850 mètres, il y a plus de 1500 pics au Népal. Et sachant que le ministère en couvre 400 et quelques. Donc, en gros, et sur ces 400, bah, la majorité de l'activité est réduite sur une petite dizaine, quoi. Donc, en fait, c'est très concentré, ouais, dans l'espace. La présence humaine, on va dire, sur les sommets est quand même peu diffuse, quoi, très peu diffuse. Et est-ce que justement on peut dire que ça pose un problème que ce soit très peu diffus? Bah, oui et non, c'est-à-dire que le phénomène est un peu accentué par rapport aux Alpes, par exemple, hein, c'est évident, mais ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'effectivement, on concentre un peu tous les désagréments du tourisme. Donc, c'est un peu dommage pour les sites, hein, comme l'Everest, par exemple, mais par contre, après, ça laisse le champ libre pour un paquet de montagnes qui, elles, restent avec très peu de fréquentation. Donc, l'avantage, c'est ça aussi. Si on est tranquille, bah, on peut aller à pas mal d'endroits ailleurs où il y aura personne ou très peu de monde, quoi. Moi, quand j'ai parlé de vous autour de moi, on m'a dit que vous étiez une énorme encyclopédie vivante et qu'il y avait des expéditions d'athlètes européens qui venaient vous voir et que vous les aidiez à préparer leurs expéditions, notamment quand ils veulent faire des records, trouver de nouvelles voies à ouvrir. Comment ça se passe justement? Bah, ce qui change aujourd'hui, c'est que l'information, elle est plus organisée pareillement, hein, évidemment, avec Internet, avec voilà, ces banques de données auxquelles on a accès. Il y a eu beaucoup de numérisation des anciennes revues d'alpinisme, un peu sur tous les continents, et puis ça se poursuit, hein, on est un peu, pas qu'au début, mais il y a beaucoup de choses qui sont encore à venir. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, on a moins de connaissances de par cœur peut-être que les anciens, quoi. Mais on est plus habilité à chercher de l'info. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir comment l'info est rangée, s'organise, pour savoir où il faut la chercher, en gros. Donc, c'est ça qui change. Après, la mémoire, elle stocke des choses en fonction on va dire, des goûts, hein, un peu personnels. Bien sûr, j'adore, par exemple, tomber sur des petits sommets et puis me dire, tiens, ça pourrait être pas mal pour un tel ou une telle. Ça, c'est très sympa, effectivement, même si, bon, j'ai pas trop de temps non plus pour le faire autant que je voudrais, peut-être. Mais voilà, on a une masse d'infos, on a une masse de montagnes ouais, qui est assez colossale. Mais après, là, on va dire, c'est les banques de données qui sont spécialistes, hein. C'est plus elles que nous, quoi. Je comprends. On a fêté les 70 ans de la première ascension de l'Everest. C'est quoi le futur de l'alpinisme dans l'Himalaya? Et finalement, est-ce qu'il reste encore des voies à ouvrir, des records à aller chercher Qu'est-ce qu'on peut penser de la haute montagne népalaise dans les années qui arrivent? Bah, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que plus on se cultive sur un sujet, plus on va découvrir les possibilités qu'il y a de trouver des choses nouvelles, quoi, d'exploration. Donc, c'est qu'une question, encore une fois, là aussi, d'accès à l'info, quoi. Donc, les challenges, en fait, il y en a encore, oui, une infinité relative, on va dire, mais ouais, il y en a quand même un paquet. Tout le problème aussi aujourd'hui, bon, des fois, c'est les questions politiques, hein, d'accès à certaines zones. Ça, malheureusement, ça limite aussi les mouvements des alpinistes. Mais on va dire avec un peu de culture et puis d'imagination, ouais, on peut créer encore, vraiment, on a encore plusieurs siècles, quoi, hein, facilement.
d'exploration possible. Donc, rien que sur l'Everest, hein, déjà, il y a d'affaires qui, alors bon, là aussi, malheureusement, alors là, pour l'Everest, il faut avoir un niveau de fou pour pouvoir ouvrir des choses en beau style, mais après, bon, après, le focus depuis plusieurs décennies maintenant, il redescend de plus en plus, quoi. Hein. À une époque, l'époque de Mi-Soleil, c'était focus sur les 8000. C'était un peu l'obsession sur le continent, mais maintenant, ça, les altitudes inférieures gagnent, enfin, depuis des décennies déjà, hein, ont pris un peu le devant de la scène pour les spécialistes du style alpin. Et puis même là au Népal, depuis quelques années, on voit qu'il y a des gens qui viennent de plus en plus dans les vallées basses, entre guillemets, pour faire des ouvertures en ski, enfin, du ski de pentraide, de la cascade de glace. Et puis il y aura bientôt des sites d'escalade aussi, sans doute, en grande paroi qui s'ouvriront dans les altitudes inférieures. Donc là aussi, c'est-à-dire le potentiel est un peu à tous les étages en fait. Hein, mais il faut sortir des schémas en fait connus. Et ça, c'est peut-être plus difficile parce que c'est vrai que la tentation est grande de commencer par peut-être par des classiques aussi. Bon après, c'est des dégoûts pour les alpinistes. Hein, il y en a qui aiment répéter des voies, des belles voies, hein, bien sûr, hein, mais et puis il y en a aussi qui aiment que explorer ou qui font un peu un panachage des deux. Enfin, voilà, après c'est un peu les goûts et les couleurs. Quoi. Donc finalement, si je vous suis bien, il va encore s'ouvrir des choses à plus de 8000, mais depuis quelques décennies, on retrouve des alpinistes plus bas parce qu'il y a encore énormément de choses à ouvrir. Et finalement, il y a 70 ans, on s'est concentré sur le toit du monde, mais on revient à des altitudes beaucoup plus basses. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu, comment dire ça, le culmen des ouvertures, un peu sur les 1000, par exemple, si vous ouvrez des topos des années 80, vous verrez que c'est assez impressionnant. Il y a vraiment un paquet d'ouvertures sur les sommets de 8000. Mais après, on va dire, le style alpin a dominé de plus en plus dans l'élite. Donc, ce qui fait que l'élite, elle, l'expression à plus de 1000 mètres de l'élite, elle est quand même sacrément balèze. Donc, déjà, de le faire sur les sommets de 7000 et 6000 mètres, c'est super balèze aussi. Donc, et vu la forêt de pics qui reste à faire, pour lesquelles il y a encore des ouvertures à faire, bah, c'est vrai que les 6000 et 7000, c'est génial. Et puis, accessoirement, c'est moins cher. C'est un peu moins cher aussi que les 1000. Ouais. Euh, ouais, donc là encore, c'est sûr que si pour un alpiniste, bon, ça, c'est un autre débat, mais pour accéder à des sponsors, c'est sûr que les 8000, c'est souvent plus vendeur que les altitudes en dessous. Une aura un peu symbolique, voilà, qui fait que. Alors qu'en fait, en fait, tout est extraordinaire. Hein. Dans les altitudes inférieures, il y a des montagnes splendides, quoi. C'est partout. Quoi. Est-ce que peut-être vous pourriez nous donner deux exemples de pics en dessous de 8000 que vous rêvez peut-être, vous, d'ouvrir un jour ou de voir en tout cas ouvertes? Oh, bah, moi, j'irai jamais. Hein. J'ai pas le niveau pour faire des trucs pareils, mais je sais pas, non, ouais, dans les trucs que j'ai eu. Bah, si, ouais. Au Népal, quand même, le plus beau, à mon sens, ce serait l'ouverture. Il reste un sommet vierge, en fait, dans le groupe du Janu, donc qui est tout à l'est du Népal. Et effectivement, le sommet est est toujours non gravi. Et il a une face nord démentielle, quoi, pour ceux qui connaissent évidemment le Janu. Déjà, la face nord, c'est un monstre. Mais la face nord de son voisin, donc le Janu Est, qui est à peine plus bas, hein, 300 mètres plus bas, là, c'est encore, c'est pire encore. Donc ça, ce genre de truc, oui, c'est vrai, quand on le voit en photo ou sur les cartes, ça fait toujours rêver. Après, il y a d'autres sommets moins hauts, hein, enfin, moins hauts, je sais pas, il est tombé sur le Chamar aussi, par exemple, il y a peu de temps, qui est pas loin du Manaslu. Pareil, ça, c'est un versant ouest qui est colossal, enfin, qui est assez gros, assez complexe et qui a l'air splendide. Donc ça, à titre personnel, ouais, celui-là, par exemple, il me fait assez rêver. Mais après, qu'est-ce que j'avais d'autre des fois d'avion, j'avais vu vers le Cisne Himal aussi des belles choses sur des sommets de 5000 mètres. Il y en a partout, quoi. Vraiment, il y en a partout. Très bien. Et il faut chercher, mais Est-ce que les auditeurs et auditrices peuvent avoir accès à l'Himalayan Database tout à fait, oui. Donc vous pouvez en fait aller sur le site hein, qui est bon, qui fait assez daté, hein, ça c'est clair. Et puis à la page Downloads, donc téléchargement en anglais. Là, vous avez pour toutes les configurations PC, Mac, Linux. Là, comme ça, vous pouvez le télécharger de cette page. Et puis, bah, alors il faut s'acclimater un petit peu. Hein. Au début, c'est un peu raide. Mais dès qu'on s'y met un tout petit peu, même moi, je n'ai jamais fait d'informatique ou ce soir, on y arrive. Et c'est vite génial, ouais. Encore une fois, on peut avoir très vite pas mal de données, en fait. Puis, encore D'accord. une fois, trouver des courses d'un alpiniste au Népal, par exemple. Quand on veut faire une étude un peu biographique, en quelques secondes, on a tout de suite une liste pour un tel ou une telle. Donc, c'est un outil quand même assez maniable une fois qu'on l'a téléchargé sur son ordinateur. Et après, ce qu'il y a de super en plus, c'est que vous avez une rubrique référence. Et ça vous ouvre en fait sur toutes les autres revues ou les livres qui ont été produits sur la même expédition, par exemple. Donc ça aussi, c'est génial parce que ben, ça ouvre en fait. C'est vraiment un outil
un portail d'entrée. Donc, voilà, pour accéder à de l'info sur les alpinistes, sur les Himalayistes et puis sur les expéditions passées et actuelles aussi. Très bien, et ben on donnera les références dans la description du podcast. C'est gentil. Merci beaucoup Rodolphe d'avoir été depuis Katmandou sur le camp de base. Avec plaisir, merci à vous. Ouais. Merci.